La campagne pour les législatives anticipées démarre donc aujourd'hui avec 3 blocs, des listes closes depuis hier 18h. Incertitude rime avec inquiétude. La grenade découpillée est faite pour exploser. Cette recomposition se fait au prix de psychodrames individuels ou collectifs. À gauche, les feuilletons Corbière, Garrido, Quatennens, Simonet. À droite, Éric Ciotti contre les chapeaux à plumes. On a suivi tout cela avec attention au cours de la première semaine. Au milieu, c'est un peu sauf qui peut pour la formation d'extrême centre qui risque d'être écrabouillée entre les 2 blocs. Et puis l'avenir de certaines formations se pose, en particulier des LR qui sont quand même présents dans le paysage politique depuis longtemps. Si on se réfère à la longévité de certaines formations, je pense au RPR auquel Jean-Pierre Lecoq avait adhéré en 1976 avant la première municipale de 1977. Jean-Pierre Lecoq est avec nous ce matin, maire du 6e arrondissement depuis 1994, conseiller de Paris. Et donc c'est un peu une prime à l'expérience et à la longévité ce matin qui nous permet peut-être de prendre un peu de recul sur cette actualité tourmentée. Bonjour Jean-Pierre Lecoq. Bonjour. Comment vivez-vous ces temps qui s'annoncent? On se demande un peu où va la France. Est-ce que vous êtes dans vous partagez ce sentiment d'inquiétude? Oui et non. On n'a pu qu'être relativement surpris par la décision du président de la République d'appuyer sur le bouton de la dissolution. Heureusement, c'était pas le bouton de la dissuasion nucléaire, parce que ça aurait eu d'autres conséquences. Mais ça a eu quand même un... Ça, c'est peut-être pour après. Nous verrons bien. C'est en tout cas une décision forte qui a bien sûr mis en émoi l'ensemble de la Chambre des députés. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat, qui se trouve dans le 6e arrondissement, ne peut pas être dissous, heureusement. D'où l'intérêt du bicaméramisme. C'est un 2 sanctuaire. chambres. Un sanctuaire. C'est un sanctuaire et ça permet quand même de conserver une certaine... une capacité de recours. D'ailleurs, je rappelle que si jamais le président de la République était amené à démissionner ou s'il lui arrivait un sort plus funeste, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim et ensuite, en vertu de la Constitution, une élection présidentielle qui doit être organisée dans les semaines suivantes. Mais là, je n'ai pas de scoop pour les auditeurs de Radio Notre-Dame ni de vous-même. Donc c'est une décision forte, mais en même temps, je dirais que la France continue. La France en a vu d'autres. Je ne citerai pas le général de Gaulle, la France éternelle. Bon, c'est quand même un peu des péripéties. Et puis, vous savez, moi j'ai exercé des activités professionnelles dans le financement d'entreprises pendant des années, différentes formes d'ailleurs, Crédit National, Natixis Banque Populaire, Natixis, fusion des 2 banques de financement et d'investissement, des banques populaires et des caisses d'épargne en 2008. Est-ce que vous avez pratiqué conjointement un mandat d'élu d'ailleurs? J'étais 20 ans maire en ayant des activités professionnelles. Donc je suis un produit relativement rare sur le marché, mais je n'en tire pas de gloire particulière. Je n'ai pas un hubris aussi développé que certaines personnes. Et je crois qu'il faut dire toujours rester humble en politique, parce que gouverner la France, c'est compliqué. D'ailleurs, si c'était simple, on le saurait depuis longtemps. C'est peut-être ce qu'ont oublié certaines personnes, y compris le premier d'entre eux. Mais quand vous êtes en France, vous êtes chez il y a des tas de personnes, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants. Eux, leur objectif, c'est de faire tourner leur entreprise, de faire tourner leur commerce. Et on sait que c'est pas facile. Il est plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc ces gens-là, ils sont au boulot tous les matins, comme vous l'êtes aujourd'hui, comme les éditeurs nous écoutent. Donc la politique, malheureusement, elle s'est de plus en plus, depuis, c'était une longue dérive, mais elle s'est de plus en plus découplée de la vie des gens, de la vie réelle. D'ailleurs, accessoirement, je lisais un article dans un grand journal du soir. On disait les grands patrons ne s'engagent pas, les grands patrons, les patrons d'entreprise, même les patrons d'entreprise moyennes. Mais si vous voulez, ils supportent les politiques. Ils supportent les politiques et ça veut dire qu'ils prennent en compte leurs réformes. Mais souvent, ça va tellement vite et on réforme tellement rapidement sans voir tellement les conséquences qu'en réalité, c'est pour les donneurs d'ordre économique, pour beaucoup de Français, le politique maintenant est quelqu'un qui vit de plus en plus dans sa bulle. Donc il faut vraiment réfléchir à ça c'est une affaire tout à fait importante, parce que le découplage entre la vie réelle des Français et des Françaises et la vie politique. Et ça, d'ailleurs, vous expliquez énormément de choses. Mais maintenant, Jean-Pierre Lecoq, n'est-ce pas le but même de la politique de découpler la chose? On a même pu dire du général de Gaulle
qu'il avait été au-dessus des ambitions propres des Français, qu'il s'était créé une propre histoire et un propre récit de la France qui a permis aussi à la France de se projeter d'une certaine façon. La politique, c'est de faire exister un rêve dans l'esprit des gens, non ? Oui, c'était faire exister un rêve, mais de ne pas oublier leur vie pratique, si vous voulez. Si on est constamment dans le rêve, on s'éloigne de la réalité. Donc c'est toute la difficulté. Surtout en France même. Les Français ont besoin de rêver, mais ils ont aussi les pieds dans la glaise, si vous voulez. Je le rappelle, vous avez cité le général de Gaulle, il avait des moments de lassitude quand il disait que les Français étaient des veaux, lorsqu'il disait comment diriger la France quand on a un pays qui a 400 fromages. Mais il avait une expérience, l'expérience qu'on connaît tous, la guerre, Londres, etc. Il avait connu les hommes, il avait à travers les différents mouvements de la résistance et les différents partis politiques, il avait goûté à la vie politique. Il l'a d'ailleurs quitté en 45 pour ne revenir qu'en 58 à l'occasion des événements d'Algérie. Mais la France, c'est compliqué. Mais finalement, c'est un gigantesque village gaulois constitué elle-même de petits villages gaulois. La grenade dégoupillée, finalement, c'est à cause de lui, parce que c'est lui qui a institué la verticalité du pouvoir et le fait qu'un seul homme peut décider de recomposer comme ça, sur une seule impulsion, la vie politique. Rappelons-nous la création de la Ve République, elle n'est pas arrivée par hasard. C'était la réponse je dirais, à la valse des gouvernements pendant la 4e République. Donc ça a été excessivement... C'était quelque chose de très fort. Donc, mais là, le général de Gaulle savait, il avait dit, après moi, ça sera le trop-plein de candidats. On a eu des élections présidentielles avec un certain nombre de candidats. Mais surtout, c'est vrai que la Constitution de la Ve République, elle donne beaucoup de pouvoir au président, mais je vous rappelle que si vous la lisez bien, le Premier ministre, normalement, a des pouvoirs. En réalité, c'est une pratique solitaire du pouvoir qui s'est renforcée au cours des années, et sans doute que ça peut être mis en cause. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué les périodes de cohabitation, mais est-ce que les périodes de cohabitation, justement, ne permettaient pas, d'une certaine façon, de prôner des réformes qui étaient plutôt rassembleuses, ou en tout cas comprises par une très grande majorité de Français. Vous souhaiteriez une cohabitation là, à l'issue des législatives du mois de juillet ? Je ne souhaite rien du tout. J'attends. Je ne suis pas acteur dans cette campagne. Je ne suis pas candidat aux élections législatives parce que j'estime que on peut pas faire campagne en 20 jours. De toute façon, il y a beaucoup de candidats qui pourront pas présenter leur bulletin. À mon avis, c'est un réel problème, qui ont beaucoup de mal à financer leur campagne. Peut-être même qu'ils seront en partie, pour certains élus, ils seront peut-être ensuite déchus de leur mandat pour ne pas avoir respecté les règles. Bon, bref, c'est d'une difficulté extrême, mais après, on verra bien à l'arrivée. Et effectivement, la cohabitation, c'est une possibilité s'il y a une majorité relative qui se dégage, ce qui est possible. Jean-Pierre Lecoq, Éric Ciotti voulait changer le nom du parti Les Républicains. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous ? Je pense que de toute façon, il faudra revenir dans le collectif, quand même, quand on change de nom. Il faut quand même que ça soit une décision collective. Bon, au-delà du changement de nom, il est clair qu'il faudra quand même un petit peu réfléchir, parce que là, LR, qui est le lointain successeur, enfin le successeur de l'UMP, et puis le successeur du RPR, de l'UDR, de l'UD 5e, du mouvement des gaullistes, ou de ce qu'il en reste, est à terre. Donc il faudra bien évidemment refonder quelque chose, et une refondation ne peut être que collective. Qu'est-ce que vous imaginez pour les rivaux d'Éric Ciotti ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs un petit peu les prendre gentiment par le menu, entre Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, tout ça ? Il y a quand même un certain nombre de figures qui d'ailleurs ont des statures plutôt territoriales et qui se rêvaient quand même à la présidence, ou se rêvent encore peut-être à la présidence, parce qu'après tout, la politique est faite de rebondissements. On n'est jamais mort, comme vous le savez. Jean-Pierre Lecoq. Non, on n'est jamais... Non, vous voulez ma mort ? Non, c'est parce que j'ai dit. Non, je dis, effectivement, je partage votre sentiment. Il y a une formule très classique qui est de dire, tant qu'on n'est pas entre quatre planches, on peut rebondir en politique. Mais enfin, il y a quand même des échecs qui sont lourds. Il y a quand même des échecs. Quand on n'a pas réussi à se qualifier au deuxième tour de la présidentielle, je pense qu'il faut mieux en tirer les conséquences. Et puis, il faut bien voir que si à la prochaine présidentielle, dans ce qu'on appelle l'arc central, ça va du PS, du PS jusqu'à la droite libérale. Si vous avez Édouard Philippe, Gabriel Attal et un ou une candidate issue de LR, aucun ne sera qualifié au second tour. Ça se jouera donc, le second tour se jouera entre la gauche reconstituée
et d'ailleurs beaucoup de gens s'interrogent, mais la gauche a cette capacité que n'a ni la droite ni le centre, c'est de s'unir. Et ça a toujours été le cas. La droite et le centre ont une capacité fantastique à se diviser. Je dis bien la droite et le centre. Et là, d'ailleurs, les prises de position des uns et des autres le prouvent. Et cet arc républicain, vous estimez que vous êtes dedans, l'arc central? Pas l'arc républicain, l'arc central, parce que vous avez l'arc utilisé cette central, expression. bien évidemment, je suis dedans, bien évidemment. Mais j'essaie toujours de comprendre ce qui se passe. J'essaie toujours de comprendre. Il faut toujours se mettre y compris dans la tête de ses adversaires pour comprendre ce qui se passe. Et on sort d'une période de grande confusion. Peut-être que, d'ailleurs, il ne s'agit pas de tirer aujourd'hui le bilan du macronisme, il faudra quand même un jour le tirer. Et se souvenir d'ailleurs que si François Fillon ne s'était pas effondré à la présidentielle, Emmanuel Macron n'aurait jamais été investi, il n'aurait jamais été élu président de la République. Donc normalement, vous devriez aller dans la continuité de la démarche d'Emmanuel Macron, qui est de créer un centre qui justement nous sorte de la polarité des extrêmes. Et c'est ce qui est peut-être en train de s'effondrer aujourd'hui sur lui-même. C'est ça? Oui, c'est une autre formule, c'est les rivières sont en train de rentrer dans leur lit. Hein, si vous voulez, les fleuves sont en train de rentrer dans leur lit. La gauche s'est reconstituée, peut-être dans la douleur, peut-être avec un certain nombre d'épiphénomènes, mais la gauche se reconstitue, en dépit des différences qui peuvent exister, en dépit du fait qu'elle peut être sur des sujets aussi différents que la guerre au Moyen-Orient, ou que la défense du nucléaire, ou l'abrogation du nucléaire, notamment pour les Verts, elle se reconstitue parce qu'elle considère effectivement que une élection aussi importante que celle qui va se dérouler dans 15 jours est une élection qui les motive, et ils estiment qu'ils ont plus de choses qui les rassemblent que de choses qui les divisent. Et c'est pour ça que la droite et le centre, en dehors d'ailleurs de l'épisode macronien, qui apparaîtra peut-être comme une petite parenthèse dans l'histoire de France. En réalité, c'était un dépassement, mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'Emmanuel Macron est un homme seul et qu'il a organisé sa solitude. Et que là, sa solitude, elle apparaît au grand jour, puisqu'il a, malheureusement, je le regrette, il a décidé cette dissolution totalement seul. Ce qui, d'ailleurs, si j'ai bien compris, rend amer beaucoup de ses soutiens les plus proches. Donc, il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de préméditation pour dire qu'est-ce que je vais faire pendant les 3 ans qui restent de mon quinquennat. Et finalement, j'anticipe la présidentielle de 2027 en décidant une dissolution. Auquel cas, on peut imaginer quand même une certaine vue tacticienne et pas forcément un coup pris, une impulsion, un coup d'impulsivité, si je puis dire. Voyez ? Non, écoutez, j'en suis pas sûr. Je suis pas là. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais il y a des gens qui ont diagnostiqué sa personnalité depuis 2017. Ça, je vous renvoie à ce qui peut exister sur Internet. Bah oui, mais là vous êtes un peu évanescent, Jean-Pierre Lecoq, parce que sur Internet on trouve tout. Oui, et surtout le pire. Il y a des choses documentées. Oui, mais dites-en davantage quand même, qu'on puisse aller chercher quelque part. Non, mais je pense que c'est un homme à la personnalité brillante, mais qui soliloque beaucoup trop. Oui, une grande voix qui connaît bien le monde politique, qui est Catherine Ney. C'est la grande voix d'Europe 1. Je l'ai invitée, elle a récemment écrit un article dans le Figaro. Je vous renvoie à cet article. Nos lecteurs et nos auditeurs. En disant quoi en 2 mots? En disant que il parle trop. Il parle trop. Et si vous voulez, on a tous été séduits. Moi, à un moment, j'étais séduit par le en même temps en 2017, comme beaucoup de Français et beaucoup de Français. Nous faisons tous du en même temps. Je suis maire, je fais du en même temps, bien évidemment. Mais là, le problème, c'est que ce en même temps est devenu, pardonnez-moi, c'est devenu du tango, une valse à 4 temps. Le problème, c'est que il y a des choses sur lesquelles on peut pas transiger. Et vous voyez, je crois que tous les Français sont perdus. Sur quoi ne peut-on pas transiger? On peut pas transiger sur l'unité des Français. On peut pas transiger sur la souveraineté de la France. On peut pas transiger, par exemple, ne pas reconnaître que les Français se posent des questions sur les questions migratoires. C'est une évidence. Mais en vous disant ça, je n'adhère pas du tout à ce que prônent certains, je dis certains, au sein du Rassemblement national. Simplement que les Français d'origine étrangère qui sont en France, ils sont en France. Ils y resteront, ils travaillent, ils sont souvent prodigieusement intégrés. Mais en revanche, il nous faut forcément peser sur les flux migratoires actuels pour mieux intégrer ces personnes.
Or, malheureusement, on le sait très bien, on a toujours été faible en matière d'intégration. Je vais vous raconter quelque chose, par exemple. Il y a quelques années, on a créé des cérémonies citoyennes d'acquisition de la nationalité française. Et ça se déroulait dans les mairies avec la présence du préfet, de représentants, un certain nombre de personnes. Et on est incapable, si vous voulez, l'État et les services publics sont incapables de maintenir le même protocole. On change constamment de protocole. Même chose pour la distribution des cartes électorales aux jeunes électeurs qui ont 18 ans. Moi, j'ai maintenu cette cérémonie. Les premières années, j'avais un représentant du parquet, un représentant de la préfecture. Plus personne ne vient aujourd'hui. Vous voyez, les maires sont les fantassins de la République. Et eux-mêmes sont en difficulté. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics changent constamment de politique. Au passage, Jean-Pierre Lecoq, on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Ah bah non, on ne peut pas s'inscrire. Non, mais même le lendemain des européennes, les gens qui auraient voulu voter et s'inscrire, ça n'est pas possible. Il faut quand même revenir, il faut quand même que les gens réfléchissent, si vous voulez. C'est comme, pardonnez-moi, je lance un petit appel. Vous avez des gens qui veulent partir en vacances, maintenir leurs vacances, et qui cherchent maintenant des porteurs de mandat. Ok, on a eu 2000, sur le 6e arrondissement, on a eu 2000 procurations sur les européennes. Je rappelle c'est beaucoup, c'est énorme, c'est presque ce qu'on a eu au présidentiel. Il faut quand même que les gens soient sérieux. Ils veulent voter, qu'ils votent. Les porteurs, les procurations doivent être réservées. On doit revenir à ce qui était dans le passé. Une procuration, ça devrait être donné sur prescription médicale pour les personnes âgées, pour ceux qui ne peuvent pas travailler. On arrive maintenant à des procurations de confort. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres des faiblesses de notre société, du perte de sens civique et du fait que les personnes veulent participer au scrutin tout en n'y consacrant pas le minimum de temps nécessaire. La question du pouvoir d'achat, elle se pose apparemment, c'est le principal enjeu de la campagne. Évidemment. Et tout semble... Alors peut-être que vous avez lu quelques propositions ici ou là, on dit que quel que soit quasiment le parti politique, enfin l'origine de la mesure, ça sera extrêmement dispendieux et que la France, en l'état actuel de ses finances publiques, ne pourra pas s'autoriser de gestes particuliers en la matière. Donc ça veut dire que toutes les propositions qui sont faites et sur lesquelles les gens pourraient essayer de se décider pour leur vote, finalement sont nulles et non avenues. Cher monsieur, malheureusement, la culture économique n'est pas la vertu n'est pas la qualité principale des Françaises et des Français, qui malheureusement n'y comprennent pas grand-chose. Et on n'a rien fait pour améliorer les choses. Vous savez, j'ai un peu la nostalgie, pourtant je l'avais d'ailleurs combattu sur certains plans, la nostalgie du président Giscard d'Estaing, qui avait la capacité, en tant que ministre des Finances, puis en tant que président de la République, d'aller à la télévision avec un tableau, une craie, une règle, ou plutôt un paperboard, expliquer un certain nombre de choses aux Français. C'était l'époque où le budget de la France était en équilibre. Il est resté en équilibre d'ailleurs jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980. Donc, il avait ce don de rendre les Français plus intelligents et de leur faire comprendre et de leur faire toucher du doigt le fait qu'ils pouvaient comprendre l'économie, alors que malheureusement, ils ne comprennent pas grand-chose. Si on avait été raisonnable en 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière, on aurait changé de paradigme. Il fallait, mais bien sûr, c'était difficile parce qu'il fallait changer sur le plan international. C'est-à-dire que on a trop financiarisé l'économie. L'économie mondiale, européenne, occidentale et française est beaucoup trop financiarisée. Ça s'est traduit par quoi ? C'est traduit par la fuite d'une partie de l'industrie, ce que tout le monde reconnaît maintenant, mais le mouvement a commencé dès 95 et s'est accentué. Moi, j'ai vu ça dans la tertiarisation. J'ai financé des tertiarisation et puis ce qu'on appelle le leverage buyout. Quand vous faites racheter une entreprise, se fait racheter 3 fois en l'espace de 10 ans. C'est-à-dire qu'on valorise l'entreprise, les salariés continuent à être payés de la même façon. Le LBO. Oui. Vous pouvez l'expliquer en 2 mots, le LBO. Alors, leverage buyout, c'est simplement le rachat, c'est la vente à une autre équipe d'actionnaires de l'entreprise qui a été valorisée sur la base de ses résultats financiers. La plus-value est empochée par l'équipe sortante. Et ensuite, souvent, c'était possible parce que la dette, c'est-à-dire le financement, vous aviez énormément de disponibilité pendant des années qui étaient disponibles. L'argent était gratuit. Donc tout ça a engendré effectivement une économie financiarisée qui nourrit beaucoup de gens. Banquiers, conseils. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a participé à cette économie financiarisée. Donc il aurait fallu effectivement qu'il y ait un nouvel ordre mondial qui se mette en place.
Et ça aurait été très intéressant. Les Françaises et les Français ont un salaire moyen qui est faible et qui pouvait être suffisant à partir du moment où il n'y avait pas d'inflation. Depuis la guerre en Ukraine, depuis effectivement les hausses de certains nombre de choses, vous avez énormément de Français qui ne peuvent plus vivre, qui accumulent les crédits à la consommation. C'est pour ça que on assiste actuellement à effectivement énormément de promesses de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que ça peut fonctionner. Et je vous signale que ceux qui sont les plus... Qu'est-ce qui peut fonctionner, les promesses? Ce qui peut, bien sûr, vous attrapez pas les mouches avec du vinaigre. Donc les deux blocs de gauche et du Rassemblement national sont effectivement les plus prodigues en matière de promesses. Qu'est-ce qu'il y aurait comme mesure, Jean-Pierre Lecoq, immédiate, hein, dans l'hypothèse où vous seriez appelé à Matignon, même si vous n'êtes pas candidat? Qu'est-ce que non, je pense la personne pas, parce bien que avisée... ce que je vous explique ce matin, j'ai peu de chance d'être appelé à Matignon. Sait-on jamais, après tout, la politique est aussi faite de retournements. Mais ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est quelle serait la bonne mesure, la bonne disposition à prendre pour la personne qui succédera et dont le nom sera quand même déterminant pour assurer ne serait-ce que la paix civile. Je ne vais pas tomber dans la politique fiction, etc. Et vous êtes non, une la jeune politique radio. Pragmatique. Oui, non, je pense que si vous voulez, fondamentalement, depuis des années, depuis 20 ans, il faudrait essayer d'avoir un gouvernement, je dirais, d'union nationale. Je regrette que Jacques Chirac... Non, mais je regrette que Jacques Chirac, en 2002, quand il a gagné à 82%, ne l'ait pas fait. Et ça, c'était possible. C'était possible de faire un grand gouvernement d'union nationale autour d'un certain nombre de choses. Rétablissement des comptes publics, intégration des populations d'origine étrangère, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. La France peut être assemblée, encore faut-il le vouloir, et ensuite faut-il mettre en œuvre les mesures nécessaires. Les LR accepteraient-ils un gouvernement d'union nationale avec le RN, par exemple? Je ne sais pas, je ne suis pas en poste de responsabilité chez LR ou de ce qu'il en reste. Si Et vous lui rediriez quoi? Je dirais que la situation de la France est suffisamment grave pour qu'on mérite un véritable gouvernement d'union nationale. Mais je ne sais pas si le président de la République, malheureusement, veut ce gouvernement d'union nationale. C'est à lui qu'il faudra poser la question. L'espoir de ce centre, aujourd'hui, d'exister, il vous paraît complètement dépassé maintenant? Non mais, attendez, le centre, moi j'ai des centristes dans ma majorité municipale du 6e. Je suis un des rares arrondissements avec le 15e à avoir effectivement des centristes. Mais le centre, rappelez-vous, on a souvent appelé ça le ventre mou de la République. Le centre, il se rallie à des blocs. Là, on dit que la France est gouvernée au centre, normalement. Oui, mais si vous voulez, oui, parce que c'est quand la droite est élue, ensuite elle fait un peu d'en même temps, du vrai en même temps. Et dans ce cas-là, elle se déporte au centre. Et la gauche peut aussi se déporter au centre. Donc voilà, c'est tout. Mais sans ça, le centre politique, c'est relativement faible. Donc, si vous voulez, les rivières sont en train de retrouver leur lit, et on se retrouvera vraisemblablement dans un affrontement beaucoup plus classique, droite contre gauche. Mais là, malheureusement, on a laissé dériver les choses, et vous avez effectivement à droite et à gauche des mouvements beaucoup plus extrêmes. Merci beaucoup Jean-Pierre Lecoq pour vos analyses ce matin. Je rappelle que vous êtes maire du 6e arrondissement et conseiller de Paris. À bientôt.